Bonjour à tous, petit talk sur scaler une application Shiny. C'est la troisième ou la quatrième reprise, ou prise en tout cas. On m'a dit qu'il n'y avait pas du tout de rythme, qu'il n'y avait pas de vanne. Je vais essayer de faire mieux pour la quatrième. Alors, je suis Servan, je travaille à Thinker avec tous mes collègues. Margot est arrivée il y a maintenant une bonne année facilement même. Donc c'est la petite nouvelle, vous avez le droit de la vanner puisque j'en ai un souvenir amer en 2018, c'est pas vrai. Du coup, le plan de la présentation, deux étapes. La première étape, ça va être de présenter l'application optimisée pour le multisession. Multisession, ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs personnes sur un même process R, donc sur une même application Shiny finalement, dans différentes sessions. La deuxième étape de ce talk, ça va être de parler de déploiement sur plusieurs serveurs, donc le déploiement de cette application optimisée sur plusieurs serveurs. On aurait pu parler de Connect, on aurait pu parler de Shiny Apps, mais ici on va utiliser une petite tambouille maison pour pouvoir faire ça. C'est quoi le but final de cette présentation? Le but final de cette présentation, c'est d'avoir une application qui est scalable. C'est de ne pas être limité par le fonctionnement classique de R. Le fonctionnement classique de R, c'est quoi? C'est finalement le fait qu'il soit bloquant. Et pourquoi je dis petite tambouille maison? C'est juste que finalement, on va se donner la capacité d'augmenter ou de réduire le nombre d'utilisateurs en simultané, soit en désactivant des applications Shiny qui tournent, soit carrément en enlevant ou en ajoutant des serveurs. On pourrait s'amuser à faire ça. L'application en question pour ce talk, c'est celle-là. Elle est en train de se recharger maintenant. Elle n'est pas spécialement jolie. Elle reprend juste les couleurs de Thinker. De toute façon, c'est pas le but de l'application. Si je tape ici un prénom, par exemple Marie, et que je clique sur lancer le calcul, il va y avoir un graphique qui va apparaître qui est les évolutions du nombre de naissances de Marie depuis 1900 à aujourd'hui. C'est vraiment le but de l'application. Donc on va voir comment on arrive à optimiser une telle application. Le contexte, c'est quoi? Avant de rentrer directement dans le talk à proprement parler. Le but, ça va être de déployer relativement facilement cette application pour plusieurs centaines de personnes à un instant T. Ce processus en question est toujours en cours d'amélioration, puis il s'améliorera toujours en même temps que Shiny évolue et que de plus en plus de gens adoptent la solution. Il faut trouver des possibilités pour scaler ces applications. Au niveau de la stack technique à proprement parler, bien sûr, on va utiliser R, sinon je ne serai pas là. Donc Golem, sinon je me fais virer. Et je l'aime bien. Shiny, Future, Promise, Memoize et Plomber. Et pour le reste, donc tout ce qui ne tourne pas autour de Shiny, ça va être un coup de Docker pour changer avec du Docker Compose, Nginx, je vais en parler un tout petit peu, et Postgre pour la base de données. L'idée c'est quoi? C'est que Nginx ça permet de rediriger au bon endroit, Postgre c'est pour la base de données, Docker Compose c'est ce qui va nous permettre de lancer massivement nos différentes applications Shiny, et Docker c'est ce qu'il y a derrière Docker Compose, et c'est la technologie à proprement parler pour pouvoir facilement déployer des applicatifs, dans notre cas une application Shiny. Rapidement un peu de vocabulaire, on va parler front-end, interface utilisateur. Dans le cas d'une application Shiny, l'API, on va parler un peu de back-end, la partie serveur du coup des applications. Dans le cas d'une application Shiny, un app server. Quand je vais parler de R, si je parle d'une session, finalement c'est une session Shiny. Donc un utilisateur connecté à une application, potentiellement il peut y avoir plusieurs sessions par application, donc plusieurs utilisateurs par application Shiny. Et le process R, c'est une session R justement capable d'accueillir plusieurs sessions Shiny. Donc, quand je parle de process R à proprement parler, c'est une session R capable d'accueillir plusieurs sessions Shiny, et quand je parle d'une session, c'est un utilisateur à proprement parler. Et puis ensuite Docker. Si je parle d'image, c'est la recette permettant de lancer l'applicatif, et un conteneur, c'est ce qui permet d'exécuter l'image en question. Du coup, il était une fois Shiny. Quand on utilise Shiny, on se confronte à deux problèmes. Le premier problème, il vient directement de R. C'est le fait que R soit bloquant. Donc, quand vous demandez du code à R,
Le code doit d'abord s'exécuter et seulement après vous récupérez la main. La deuxième problématique, elle est directement liée à Shiny et c'est le fait que le front-end est directement relié au back-end. Donc en fait, si votre serveur plante, c'est toute votre application Shiny qui plante. Ça, c'est pas vrai tout le temps. Si je vous montre un exemple, au moins du processus bloquant, ici j'ai une petite application, si je clique sur Generate, malheureusement je ne peux rien faire d'autre que attendre que ce graphique se génère. Et j'ai mis un petit message ici pour expliquer qu'il fallait attendre, mais dans la vraie vie vous cliquez ici, puis vous essayez de changer ce slide, en fait il ne se passe rien parce que R est en train de générer le graphique. C'est exactement ça qu'on va essayer de corriger. Parce que plus classiquement dans le web, il y a une distinction entre le back et le front, et puis des langages comme Node.js sont non bloquants. Donc n'ont pas de processus à proprement parler bloquant. Node.js, on s'en fout, les autres technologies aussi dans le web, on s'en fout, nous on fait du Shiny, donc on va essayer d'imiter ce comportement. Ce que j'essaye d'expliquer là, c'est finalement la reprise des chapitres, du chapitre 16, en général, du livre qui va bientôt sortir là en août, qui a été rédigé par nous, et en grande partie par Colin quand même, faut le dire, merci à lui. Donc comment on fait pour rendre R non bloquant ? Comment on fait pour rendre R non bloquant ? Eh bien, la première chose à faire, c'est déjà de vous expliquer c'est quoi un processus bloquant et c'est quoi un processus non bloquant, même si j'en ai déjà parlé un petit peu avant. R est bloquant, c'est-à-dire que si je vous fais une petite démo, excusez-moi, si je vous fais une petite démo, du coup, tac, si je lui demande d'attendre 3 secondes, eh bien R attend 3 secondes et je peux rien faire d'autre. Ici, je lui ai demandé d'attendre 3 secondes, ça pourrait être tout à fait autre chose, mais l'idée c'est quoi ? C'est que si j'exécute du code, eh bien il faut attendre que la fin d'exécution de ce code pour pouvoir exécuter autre chose. Donc ça, c'est le fonctionnement classique de R. Alors que si j'avais un processus non bloquant pour R, le code va s'exécuter dans un autre processus. Du coup, c'est le premier qui demande au deuxième et il lui dit « petit bonhomme, vas-y, exécute le code, s'il te plaît. » Eh bien, pour faire ça dans R, on va utiliser deux packages. Le premier, c'est Future, le deuxième, c'est Promise. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ça marche. La première chose à faire quand on utilise Future et Promise, et là c'est plutôt lié à Future, c'est le fait de recruter des petits potes. Ça veut dire quoi recruter des petits potes quand on parle de Future ? Ça veut dire lancer des processus R en parallèle. Donc lancer plusieurs processus R en parallèle qui ont pour objectif, ils attendent finalement que le processus principal leur envoie des choses à faire. Donc dans une application ou même dans un code, n'importe où, ici, on va pouvoir utiliser deux fonctions qui proviennent du package Future qui sont plan et multisession. Quand vous faites un plan multisession, vous indiquez à R, en tout cas vous initiez plusieurs process R. Et si c'est une application Shiny, vous pouvez mettre ça dans le redap, donc quand l'application se lance, elle lance en même temps plusieurs process R. La deuxième chose à faire, ça va être justement de les utiliser, ces process. Donc de faire en sorte que si une requête provient ou arrive au process principal, il va falloir qu'il le délègue aux autres process. Donc on va envoyer tout ça dans le turfu. Et pour faire ça, on va voir un petit exemple ici, qui est vraiment un exemple basique d'un futur. Hop, je repasse sur R. Donc je vais pouvoir lancer ma librairie future, mon plan multisession. Et du coup, si j'exécute ce code, il me dit quoi ? Il me dit qu'en 0,039 secondes, il a réalisé le code en question et j'ai directement récupéré la main. Donc en fait, j'ai juste envoyé le processus, ou en tout cas l'exécution de ce code dans un autre processus. Si je reviens sur la présentation, du coup, ça marche. On a bien un processus qui est non bloquant puisqu'on récupère la main, mais il y a un gros problème. Le problème, c'est quoi ? C'est le fait que finalement, quand on envoie ce code dans un autre process, on ne sait pas quand c'est terminé finalement. On n'a pas de retour sur ce qui est en train de se passer.
On peut bien demander la valeur en question, hein, si on lui dit value OK, et si j'attendais 3 secondes et que je lui dis value OK, à partir ou après ces 3 secondes, en tout cas, j'ai bien le résultat de ce qui a été demandé dans le futur. Donc le processus est bien non bloquant, mais finalement, il faut demander explicitement à R de récupérer le résultat en utilisant value. Et ça va pas du tout. Si on fait, si je vous montre juste rapidement l'exemple, ici, j'ai exécuté le code, j'ai OK, je demande value OK, mais je suis explicitement obligé de lui demander ce qui s'est passé finalement, le résultat de mon code. Moi, c'est pas tout à fait ce que je veux. Moi, je veux que R soit capable de directement m'envoyer le résultat dans mon application quand c'est fini. Et donc, pour pouvoir faire ça, on va utiliser une combinaison de 2 packages, le premier future et le deuxième promise. Promise, c'est ce qui va permettre de récupérer le résultat quand le futur est terminé, de manière automatique, entre guillemets. Comment ça marche? Eh bien, votre futur, il faut le transformer en promise, justement, et il faut lui indiquer, quand ce futur est terminé, dans ce cas-là, tu me renvoies dans la console un print, en tout cas une fonction. Donc ici, il y a une exécution. Quand cette exécution est terminée, c'est ce que je lui dis là, quand ton exécution est terminée, dans ce cas-là, tu me renvoies le résultat avec un print. Donc si j'exécute ce code à l'intérieur de mon RStudio, tac, ici, je récupère bien la main, et puis si on attend 3 secondes, au bout d'un moment, bam, on a le résultat qui apparaît dans la console. Donc en fait, automatiquement, il y a eu le print qui s'est effectué quand le code était exécuté à l'intérieur du futur. Donc nous, c'est exactement ce qu'on va utiliser à l'intérieur de nos applications. Et puis si cette écriture elle est un petit peu lourde, eh bien celle-là existe aussi. Donc dans nos applications, on va générer une reactive val. Ça aurait pu être une reactive tout court, ça peut être même si je déconseille, une reactive values ou une reactive val plutôt pour avoir un beau code shiny. Ici, on va exécuter notre futur qu'on va stocker dans cette reactive values, et du coup, quand ce futur, quand le code à l'intérieur aura fini de s'exécuter, il va aller se stocker à l'intérieur de cette reactive values. Et puisque c'est une reactive val, pas values, excusez-moi, eh bien, elle est réactive par défaut. Et donc, ici, mon graphique se mettra à jour automatiquement. Si on regarde un exemple de ça, c'est le code qui est ici. Si je demande à R de générer ce tableau, ce graphique, je peux continuer à m'amuser à jouer avec mon application. Donc j'ai bien d'un côté un graphique qui se calcule et de l'autre côté la possibilité d'interagir avec Shiny. Donc j'ai maintenant un processus complètement no bloquant, ce qui va me permettre de accueillir finalement plusieurs personnes sur mon application si je transforme toutes mes requêtes à l'intérieur de mon application avec des futurs et des promesses. Donc premier problème est réglé. Deuxième problème, c'était le problème du front et du back. Pour pouvoir séparer le front et le back, il faut du coup, dans notre cas, puisque c'est une application Shiny, il faut une API. Et puisqu'on est dans du R, on va continuer à faire du R et on va utiliser Plumber. Donc tous ces calculs là qu'on a vus, qui étaient de requêter une base de données qui s'appelle prénom pour récupérer le prénom, enfin l'évolution des prénoms, finalement on va déporter ça dans une API. Je ne montre pas le code à proprement parler, mais tout ça est dans le GitHub. Donc on va créer une API via Plumber et à l'intérieur on va créer une méthode get qui va être justement de renvoyer ici le nombre de naissances par prénom et par an. Donc l'évolution du nombre de naissances par prénom et par an. Donc vraiment une bête API Plumber. Et donc, à l'intérieur de notre application, à la place d'exécuter du code à proprement parler, on va exécuter à l'intérieur de notre futur cette requête à l'API. Donc en fait, on est en train de décharger le serveur R qui, lui, finalement, maintenant, ne sert qu'à
envoyer des requêtes à droite à gauche et attendre la réponse de ces requêtes. Du coup, on le décharge des calculs, etc., etc. Mais par contre, à côté, bien sûr, on charge en calcul une API. Petit aparté, mais très rapide, n'oubliez pas de gérer les erreurs avec les promises. Ici, vous avez un exemple. Concrètement, s'il y a une erreur, pour éviter que votre API plante finalement, vous pouvez vous assurer que si votre promise plante, on peut s'amuser à envoyer nul par exemple, et puis avec un petit valid and need, ça nous permet d'éviter que l'appli plante. Mais attention, Revolt, comme on pourrait dire, vous allez me dire, Servant, c'est bien sympa, moi on m'a toujours dit on fait pas du tout d'API, surtout pas, enfin, on fait pas d'API avec Plomber. On fait des API si on veut, mais pas avec Plomber. Pourquoi? Parce que c'est un processus R, il est bloquant, et patin et couffin. Ok, vous aviez raison, mais depuis peu, avec Plomber, on va pouvoir aussi faire du promise et du futur. Donc en fait, on va pouvoir dire à notre API que si elle reçoit une requête, eh bien, elle envoie cette requête à un autre processus, et comme ça, l'API va pouvoir gérer plusieurs processus en simultané grâce à promise et futur. C'est exactement le même fonctionnement que ce qu'on a vu avec des applications, avec l'application Shiny à proprement parler, mais ici, c'est dans une API. Du coup, maintenant, on a quoi? Une app Shiny non bloquante et une API qui va calculer nos requêtes. On peut gagner encore un peu plus de temps en mettant en place le cache. Donc en fait, on va venir cacher, donc mettre en cache les différents graphiques qui sont calculés. En tout cas, c'est un cas ici qui marche bien, puisque finalement, il y a 150 000 prénoms. Au bout d'un moment, on a fait le tour de toutes les possibilités. Et donc, si quelqu'un redemande un graphique, à la place de recalculer le graphique, vu qu'il est déjà en cache, pouf, il réapparaît automatiquement. Et c'est aussi simple qu'utiliser BandCatch qui permet de mettre en cache votre graphique. Du coup, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec une super application Shiny qui fait du multi-session et qui va pouvoir être scalable. Donc maintenant, il me reste à peu près 2 minutes 30 pour essayer de vous parler un peu de la scalabilité de cette application et de comment on pourrait la déployer. Pour déployer cette application, on met en place 3 serveurs et on va utiliser Docker Compose pour nous faciliter la tâche sur le déploiement. On voit qu'ici, on a un serveur principal avec un Nginx, une base de données et un RStudio. Les utilisateurs vont se connecter, ils vont arriver sur cette page d'accueil, ou en tout cas cette porte d'entrée, et c'est la porte d'entrée qui va les renvoyer vers les serveurs secondaires, là où seront déployées l'application. Du coup, le serveur principal, il a ce qu'on appelle un load balancing, c'est le Nginx, c'est la porte d'entrée. Ça va permettre de rediriger les flux vers les serveurs secondaires et puis ça permet aussi de générer un certificat donc pour avoir le petit S pour sécuriser les transferts dans l'application. On a aussi une base de données qui va permettre de recueillir les avis ou alors de traiter les requêtes quand on demande le prénom. Et puis on a un RStudio qui est couplé à ça pour gérer la base de données directement. Du coup, le load balancing, il a une répartition en round robin, c'est-à-dire que quand une personne arrive, elle va vers le serveur 1, une deuxième vers le serveur 2, une troisième vers le serveur 1, une quatrième vers le serveur 2. Donc elle alterne comme ça les deux serveurs. S'il y avait 3 serveurs, ça fait 1, 2, 3, puis ça retourne à 1, 2, 3, etc. Il y a le certificat, comme je vous l'ai dit, et ça permet aussi de préciser les différents serveurs qui sont accessibles. Au niveau des serveurs secondaires, du coup, si on fait un zoom sur les serveurs secondaires, et tout ça encore, les scripts, vous les trouverez à l'intérieur du GitHub. Il y a aussi un load balancing qui va nous permettre de rediriger vers les applications. Et vous avez à l'intérieur de ce load balancing la possibilité aussi, en tout cas le fait qu'on redirige des requêtes des applications vers les API, les différentes API que j'aurais déployées. Oui, parce que le but des serveurs secondaires, c'est de déployer plusieurs applications et de déployer aussi plusieurs API. Comme ça, on peut monter en charge, donc on peut avoir plein d'utilisateurs sur le serveur à proprement parler. L'application, elle, justement, elle est déployée plusieurs fois grâce à Docker Compose et surtout, dans notre cas à nous, elle partage le même cache pour les graphiques.
Donc en fait, on a un cache partagé pour les différentes instances de l'application. Comme ça, si quelque chose est calculé, un graphique est calculé, il est calculé pour les différentes applications. Et donc on a l'API qui elle est déployée aussi plusieurs fois grâce à Docker Compose et qui est accessible sur un port particulier des serveurs secondaires. Donc concrètement on a quoi? On a notre serveur principal, et puis je me dépêche pour terminer, notre serveur principal qui gère les utilisateurs, ça les renvoie vers les serveurs secondaires avec le Nginx, donc la porte d'entrée, qui les renvoie vers les applis, et dans l'appli quand on requête vers les API, ça requête vers les API. Donc si on doit conclure, on a donc une application multisession qui est déployée à la volée sur plusieurs serveurs avec une séparation entre un front et un back. Tout ça, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le retrouver à l'intérieur du Nginx. Et puis ici, on voit qu'il y a une faute dans la dernière diapo, mais je vais vous montrer du coup les deux liens, comme ça m'évitera de tout refaire. Hop, le futur livre qui sort où il y a tout à l'intérieur, et vous avez déjà le livre à proprement parler sur ces deux liens. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et vu que je fais une vidéo et que je fais ce que je veux, j'aimerais remercier ma maman,